12h30, l'heure de votre Flash Info. Bonjour et merci d'être avec nous en ce vendredi 10 mars. Il y a beaucoup d'étudiants déçus ce vendredi. Le Big Bang de l'emploi qui devait leur être dédié ce jour est purement et simplement annulé. Annonce a été faite ce matin. La faute à la météo et au vent fort qui ne permettent pas d'ouvrir le village dans des conditions de sécurité requises, explique la région dans un communiqué. L'événement est organisé au parc des expositions de La Roche-sur-Yon. Prévu sur 2 jours, il devrait toutefois pouvoir ouvrir ce samedi. Les modalités seront connues dans la journée. Le vent qui a soufflé à des pointes de 100 km/h a occasionné 26 interventions des pompiers cette nuit, parmi lesquelles 14 chutes d'arbres et 9 dégagements de voies publiques. Retour à présent sur la terrible catastrophe qui a frappé la Turquie et la Syrie voilà un mois. Un séisme de magnitude 7,8. Le bilan encore provisoire fait état de 50 000 morts. L'aide internationale a été dépêchée sur place. Et parmi les secours, une Vendéenne, Charlotte Kopman, arrivée 72 heures après le drame. Infirmière et sapeur-pompier volontaire, son engagement force l'admiration. De retour de ce qui fut sa 3e mission à l'étranger après Haïti et Beyrouth, Colline Davy l'a rencontrée. Dans cette caserne se côtoient sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Et dans ce groupe, il y a Charlotte Kopman, une infirmière engagée encore un peu plus que les autres. Je suis infirmière sapeur-pompier volontaire, donc je fais essentiellement du secours à personne. Il y a la facette volontaire dans le SDIS de Vendée, et puis l'engagement depuis 2008 dans une ONG qui s'appelle Pompiers d'urgence internationale. Et là, c'est pour faire de l'humanitaire, on est bénévole. L'infirmière revient justement d'une mission internationale. Dépêchée en Turquie après les séismes, elle est partie 8 jours et les souvenirs sont encore bien présents. Quand on arrive, il y a les bâtiments qui sont effondrés et il y a des gens devant qui sont désespérés, qui pleurent, qui sont avec des couvertures et qui n'ont plus de maison, qui en dessous ont leurs parents, leurs enfants... Et donc, qui nous disent tout de suite, mais vite, il faut essayer de sauver les membres de leur famille. Donc, c'est vrai qu'il y a des fortes émotions. On a la chance d'en sortir 2 vivantes, donc ça, c'est formidable. 2 victimes de 11 et 62 ans ont été secourues. Alors forcément, cette 3e mission reste en mémoire avec le sentiment du devoir accompli. Ça nous reprojette il y a 15 jours, évidemment. Mais ça me conforte dans le fait que on était à notre place d'être là-bas. Ça, c'est sûr. Si la jeune femme était seule en Turquie, elle peut habituellement compter sur un binôme essentiel. Son conjoint est lui aussi membre de l'association. Un soutien de taille pour certaines opérations. Le jour où on doit partir en mission réelle sur une catastrophe, on sait travailler ensemble. La raison pour laquelle... c'est plus facile pour nous que pour les autres, c'est que c'est surtout après l'intervention où ça facilite les échanges parce que les gens ont vécu la même chose et on parle de la même chose. On est plus fort, je pense, à 2. Ah ouais. Ces missions sont plus lourdes physiquement, mais elles s'inscrivent pleinement dans leur idée du dévouement. D'ailleurs, à peine rentrée, l'infirmière compte bien repartir seule ou accompagnée dès que le monde aura besoin d'elle. Dans l'actualité, Dompierre-sur-Yon est lauréate pour la 2e fois du Fonds Friche, une enveloppe qui va lui permettre de construire 8 logements sociaux sur une parcelle occupée actuellement par un ancien silo à grains. Le parc locatif de la commune va donc s'étendre un peu pour répondre à des demandes toujours plus nombreuses. On a un déficit sur Dompierre de logements locatifs et je rappelle que le logement social aujourd'hui c'est 80% des Vendéens qui y ont accès, donc on couvre j'ai envie de dire la grande majorité des habitants à travers ce dispositif qui a aussi le mérite de faire une forme de concurrence et de faire aussi un petit peu, en tout cas modérer le prix du locatif privé parce qu'on voit qu'en cas de forte demande et une offre moindre, on voit aussi les prix flamber, donc il y a aussi cette nécessité de régulation un petit peu du marché à travers cette offre de logements sociaux. Et des travaux d'une toute autre nature à présent. Caché pendant des années par une imposante verdure, le château de l'Étenduère se dévoile à nouveau au regard. Un chantier de cristallisation des ruines a démarré au mois de septembre. Chantier que le public peut venir visiter chaque premier samedi du mois. Ça a commencé le week-end dernier. 22 curieux étaient présents à cette première et notre caméra s'est glissée parmi eux. Enfin débarrassé de la végétation qui le grignotait, il réapparaît. Le château de l'Étenduère, 800 ans d'histoire, est en chantier depuis le mois de septembre 2022. Il s'agit de sauver les ruines restantes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cristalliser les ruines.
C'est pour ça qu'on appelle ça. L'idée, c'est de conserver les ruines telles qu'elles sont pour qu'elles se dégradent plus et pour redonner un petit peu de l'apparence de ce que pouvait être le château. On n'est pas du tout en train de le reconstruire, bien évidemment. Il s'agit vraiment de garder les ruines et de les préserver. Des traces d'une première présence sur site sont établies en 1375, mais c'est véritablement au XVIIe siècle que le château gagne en superbe. Le seigneur de l'Étenduère à l'époque, donc Louis des Herbiers, va notamment obtenir le droit de forteresse, fossés, pont-levis, canonnières, etc. Donc de la part de son suzerain, donc qui est Claude Duplanty et qui est seigneur du Landreau. Et du coup, c'est à partir de là véritablement que le château va petit à petit se former. Il va notamment s'agrandir donc au XVIIIe siècle, où là, le seigneur de cette époque, c'est Alexis Auguste des Herbiers, et qui lui va profiter justement pour embellir et agrandir son château grâce à la dot qu'il va obtenir de sa femme avec son mariage. L'histoire prendra fin avec le grand incendie des Herbiers le 31 janvier 1794. Depuis le démarrage des travaux, des surprises sont apparues. Ici, une cave voûtée, là, 2 cheminées. Des découvertes, on l'espère, suivies de beaucoup d'autres. En écoutant les architectes et notamment les gens d'INRAP, l'Institut d'archéologie, qui a travaillé sur le château, eux ils étaient extrêmement excités de découvrir finalement de pouvoir gratter et de retrouver des choses, parce qu'ils retrouvent les traces d'un évier, traces de comment est-ce que l'eau s'évacuait, mais où est-ce que l'eau était stockée, où est-ce que la cuisine était installée. Donc pour eux c'est extrêmement intéressant, et comment le château a été construit, parce que chaque fois un château c'est toujours c'est une des strates, parce que le château a plusieurs siècles, donc il y a des façons de le construire, des traces des artisans, des signatures, des détails de pierre, il y a plein de petites choses qu'ils retrouvent, donc eux ils sont émerveillés. En attendant que le site ne devienne un lieu de promenade et de mémoire ouvert au public, des visites gratuites sont désormais organisées chaque premier samedi du mois à 10h et 11h15. Les inscriptions sont obligatoires. Et puisque nous sommes aux Herbiers, un mot de cette plateforme de covoiturage qui devient partenaire de la communauté de communes pour une durée d'1 an. Elle s'appelle Klaxit et elle s'occupe plus particulièrement du court covoiturage, c'est-à-dire les trajets domicile-travail, des trajets qui représentent aujourd'hui quasiment 9 déplacements sur 10. Pour encourager son application, des primes et subventions sont octroyées aux utilisateurs. Les 16 000 premiers trajets seront par exemple gratuits et payés aux conducteurs. Il est temps de refermer ce flash. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h pour une édition complète. D'ici là, passez une très belle après-midi sur TV Vendée.